Vous écoutez La Bonne Équipe. On a déjà dû vous poser la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Et en général, la réponse c'est « J'en sais rien ». Parce qu'on a besoin de bouchers, de business développeurs, de data scientists, d'infirmières, de maires, de militaires ou encore de pompiers, le podcast La Bonne Équipe, c'est le podcast des métiers. En partant d'un principe assez simple, la bonne équipe, c'est d'abord celle qui se complète en étant persuadé, bien sûr, que tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Au travers des interviews que je vais dresser de mes invités, l'idée sera de comprendre en quoi consiste leur métier, quelles en sont les sources de plaisir ou les contraintes, l'idée étant bien sûr de vous inspirer un maximum. Je m'appelle Jérémy Muselet, je suis intervenant en école de commerce et plein d'autres choses encore, et je vous souhaite une bonne écoute. Hello les amis, alors ça y est, on se retrouve comme d'habitude. Aujourd'hui en fait j'ai la joie d'accueillir un de mes anciens élèves qui s'appelle Valentin Grain. Valentin, écoute, j'espère que tu vas bien et je vais te laisser te présenter rapidement et puis je vais rebondir sur ce que tu me racontes. Alors, bonjour à tous, bonjour Jérémy. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Donc oui, en effet, je suis un ancien élève de Jérémy en école de commerce internationale à MBA à Lille. Donc moi, pour la faire court, je m'appelle Valentin Grain, j'ai 26 ans et je suis originaire de la Picardie. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Valentin ? Alors depuis environ 1 an, bientôt, je suis chargé d'affaires dans l'entreprise Hilti. Donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément, Hilti c'est le leader de l'outillage électroportatif mondial. Ok. Et pour que tout le monde cerne un peu mieux le type de produit que tu vends, ça ressemble à quoi typiquement ? Tout ce dont on peut se servir pour construire une maison, un perforateur, une perceuse visseuse, une boulonneuse, une clé à choc, des marteaux-piqueurs, des choses comme ça. Ok. Et est-ce qu'on peut dire que ton métier, c'est un métier de commercial B2B ou pas ? Ouais, c'est commercial B2B et j'irais même plus que ça. Chargé d'affaires, c'est en quelque sorte commercial B2B technique. D'accord, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as un rôle de conseil. C'est ça, ouais. Okay. C'est plus du conseil que de la vente. Bien sûr, il y a toujours l'esprit de vente qui est présent, mais c'est plus de l'accompagnement clientèle pour répondre aux besoins et bien cerner le profil du client. Ok. Donc pour que ce soit bien clair pour tout le monde, en fait, le commercial B2B, c'est celui qui vend à des professionnels. Et en l'occurrence, Valentin vend pas à des particuliers. C'est ça. Pardon. Alors concrètement, ton métier, c'est quoi ? Tu tapes des portes à longueur de journée. Comment ça s'articule une semaine de l'emploi du temps type de Valentin ? Alors, dans plusieurs autres entreprises concurrentes, ça pourrait s'articuler à plus de la prospection. Nous, faut savoir que l'esprit chez Hilti, c'est environ, on va dire, 70 voire 80% du temps chez nos clients. Donc, on a déjà une liste de clients existants. Et donc le but c'est de développer ce portefeuille et on va dire il y a peut-être 20 à 30% de prospection. Donc comment ça s'organise ? C'est très simple. Chaque jour, on utilise un CRM qui s'appelle, pour ceux qui connaissent, il s'appelle. Et voilà le fameux trou de mémoire. Je sais pas, par exemple Salesforce, non Ouais, c'est ça exactement. C'est Salesforce. Je cherchais le nom. Salesforce. Et dessus, on a des opportunités, donc des affaires de plus de 5 000 euros, et on a des leads, qu'on appelle des affaires à moins de 5 000 euros, et qui peuvent tomber rapidement. Donc le but, c'est chaque jour de regarder un peu tout ce qu'on a dans le pipe, donc dans notre portefeuille. Et c'est d'appeler les clients, c'est de faire des relances, c'est de savoir quand est-ce qu'il est possible de prendre rendez-vous avec telle personne pour présenter de nouveaux produits, c'est de savoir ce qu'ils ont besoin pour leur chantier, plein de choses comme ça. D'accord. Et ça veut dire que dans ton métier, tu as une grosse autonomie
ou pas? C'est ça exactement, ouais. On est, en fait, si vous voulez, si tu veux, on a un CRV, donc on appelle un CRV, c'est un chef régional, donc qui lui gère environ 8 personnes dans notre équipe. Il est localisé à Lille, et on va dire toutes les 2 semaines, il nous accompagne sur le terrain en rendez-vous, donc on a des rendez-vous fixes ou plus ou moins fixes. Mais l'objectif, c'est qu'on soit autonome, donc on se déplace en autonomie chez nos clients, et lui, il est là en backup. D'accord. Et ton secteur géographique, c'est quoi alors? Alors moi c'est tout l'Oise, donc ça peut, donc j'ai oublié de dire, moi je m'occupe que du secteur d'activité de l'électricité. Donc chez nous on a l'électricité, on a la plomberie, on a tous ceux qui font la ventilation, on a tous ceux qui font comment dire euh, les gros travaux. Nous c'est le second œuvre. Et donc mon secteur d'activité, enfin mon secteur géographique plutôt, c'est l'Oise. Donc ça peut aller de Beauvais, de Compiègne, de Senlis, de Chambly, Creil, un peu tout l'Oise. D'accord. Et comment t'as fait pour en arriver là? J'entends par là, en fait, ton parcours scolaire, ton histoire. Depuis toujours, tu t'es dit, je veux terminer chez Hilti comme chargé d'affaires ou... Enfin, vas-y, explique un peu. Alors non, pas du tout, hein. Moi, je suis originaire d'un bac littéraire. Par la suite, je voulais me consacrer à 100% au tourisme, donc j'ai fait un BTS tourisme. Après, par la suite, comme moi, depuis toujours, j'adore les langues étrangères. Je me suis dit, j'ai envie de faire en sorte que dans mon travail, il y ait à la fois du tourisme et à la fois les langues étrangères et surtout du commerce. Donc, je me suis redirigé vers une licence LEA. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une licence langue étrangère appliquée. Donc, à l'université de Picardie Jules Verne à Amiens. Par rapport à ça, j'ai eu l'occasion de partir 6 mois en Erasmus, donc en échange linguistique, en Espagne à Séville, donc dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Par la suite, j'étais pas encore tout à fait sûr, donc moi j'ai voulu refaire un bachelor, donc pour toujours à la fois allier le commerce et les langues étrangères. Donc j'ai fait un bachelor business manager donc à l'école de MBA. Et par la suite, j'ai fini par obtenir il y a un an bientôt, il y a un an, ouais, mon bac plus 5, donc le MBA Management International Business. Mes respects. Merci beaucoup. Et puis du coup, comment j'ai fait pour en arriver chez Hilti? Ben, c'est très simple. J'ai vu une annonce dans l'Oise, parce que moi je voulais revenir dans l'Oise. J'ai vu une annonce chargée d'affaires, et je me suis dit tiens, ça pourrait être quelque chose à tester. Et moi, il faut savoir que je suis pas du tout quelqu'un de manuel, hein, donc je l'avoue. Je suis plus vendeur que manuel, et je me suis dit tiens, ça pourrait m'apprendre à allier à la fois les compétences théoriques apprises et puis les compétences techniques sur le terrain. Et donc j'ai postulé, j'ai eu environ 4 à 5 entretiens, et j'ai été retenu. Ok. Et alors, la question, je savais pas que tu avais fait des études dans le tourisme, mais pourquoi t'as pas continué là-dedans? Parce que concrètement, avec ton master, tu pouvais aussi prendre une orientation tourisme, en fait. Ouais, c'est sûr. Bah, en fait, je pense y retourner plus tard par la suite. Comme ça, j'ai plusieurs bagages qui me permettront d'y retourner par la suite. Mais il faut savoir que quand j'étais réceptionniste dans les hôtels, j'aimais bien, mais la clientèle était particulière. Et bah, on va pas se mentir, hein, le salaire dans le tourisme, c'est pas du tout le salaire qu'on a dans le commerce. Donc, pour pouvoir vivre aisément, en fait, ça dépend quel poste, hein, mais je parle d'un poste par exemple de réceptionniste tout simple. Pour pouvoir vivre aisément, c'est pas forcément ce qu'on peut avoir. D'accord, ouais, sans parler des contraintes, parce que dans l'hôtellerie, fatalement, enfin, le tourisme, on va dire, tu travailles 7 sur 7 quasi, enfin, même s'il y a des jours de repos, la notion de week-end, c'est un truc que tu peux potentiellement oublier, quoi. C'est ça, ça te permet pas forcément d'allier vie privée et vie professionnelle. Ouais, c'est clair. Et concrètement, t'étais bon à l'école ou pas? Alors bon, on va dire j'étais entre l'élève qui a 10 et l'élève qui a 17, j'étais le milieu, donc celui qui avait 12 à 13 de moyenne. Ok, ça marche. Et non, mais tu te marres, mais c'est non, mais c'est pas ça. C'est que souvent, je trouve à tort que les jeunes se disent ouais, faire un master, il faut vraiment être très très bon. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut être nul pour faire un master, mais ça reste malgré tout accessible en travaillant un petit peu. Justement, je sais pas quel regard tu portes toi sur l'école en général. C'est bien, c'est pas bien, c'est trop loin de la réalité. Enfin, je sais pas. T'as un avis sur le sujet? C'est bien ou pas l'école? Oui, bien sûr. Alors, c'est sûr que l'école c'est hyper important. On va pas se le cacher. Tous nos parents, enfin tous vos parents peuvent vous le dire
dans la vie de tous les jours. Il faut que tu fasses des études pour que tu puisses avoir un bon travail et avoir une bonne rémunération par la suite. C'est pas forcément le cas. L'école, c'est important, c'est sûr, mais ça nous apprend que l'apprentissage théorique. Là où ce que je vais dire, c'est que j'ai 2 à 3 ans d'expérience grâce à l'apprentissage que j'ai pu faire chez MBWay. On se rend compte que la théorie, c'est tout à fait différent de la pratique. Je m'explique, c'est par exemple, pour vendre quelque chose, il faut pas forcément avoir un bac+5. Par contre, après, ça va être dans l'accompagnement, dans la gymnastique de l'esprit, qu'on nous apprend à l'école, mais tout s'apprend sur le terrain, surtout dans le technique. Moi, je parle par exemple des machines électroportatives, où il y a beaucoup de domaines techniques qu'on n'apprend pas forcément à l'école et qu'on apprend sur le terrain. Ouais. En même temps, si on parle école de commerce, ça reste toujours même s'il y a des petites spécialités, ça reste malgré tout des formations généralistes, ça c'est clair. Et justement, tu parlais de ton entourage en disant, bah voilà, les parents disent qu'il faut faire des études, etc. Quel regard portent, j'en sais rien, moi, tes parents, tes potes, tes grands-parents sur ce que tu fais, le métier que tu exerces aujourd'hui? Ils ont un avis, pas d'avis? Comment ça? C'est quoi leur retour? Ouais, alors du coup, ils sont par rapport au parcours que j'ai fait, et ils sont toujours très impressionnés, si je puis dire, et ils sont très fiers du parcours qui a été réalisé. Après, il faut savoir qu'ils m'ont vu aussi galérer, hein, parce que quand on fait un bachelor et quand on fait un master derrière, c'est-à-dire que le master, on a 2 mémoires à rendre. Les mémoires, c'est pas forcément chose facile. Je pense que Jérémy peut vous l'expliquer. Le bachelor, c'est pareil. On avait quand même à l'issue d'un stage, on avait quand même une vingtaine voire trentaine de pages à rendre, un dossier. Donc ça a toujours été, faut pas croire que c'est facile. À plusieurs reprises, j'ai voulu jeter l'éponge. J'étais pas le seul dans la classe. Mais non, du coup, pour revenir à ce que pense mon entourage, ils sont très fiers du parcours qui est réalisé. Et du coup, en fait, je suis la seule personne de la famille à avoir obtenu un bac+5. D'accord, ouais, c'est énorme, c'est énorme. Après, il faut savoir que donc je suis la seule personne à avoir fait des 2 longues études, mais il faut savoir que je parle de ça il y a 30 à 40 ans. Les grandes études, c'était pas forcément ce qui était le plus plébiscité. C'était directement aller comment dire, en gros, la chose, c'était plus aller directement sur le champ, aider les parents, aider la famille et des choses comme ça. Ouais, pour l'époque, c'est ce qui était le plus classique, quoi. Et c'est vrai que tu l'as peu mentionné, mais t'as quand même, durant tes études, t'as aussi fait de l'alternance, et ça aussi, je trouve que c'est intéressant. D'ailleurs, ma question va être assez longue, mais mais je pense que t'es habitué en même temps. Comment t'as mis concrètement, est-ce que t'es resté longtemps sur le carreau, sous-entendu, est-ce que à un moment donné, tu as connu Pôle emploi, par exemple, sinon, comment tu l'expliques? Alors, connu Pôle emploi pendant mes études, enfin, à la fin, quand tu quittes l'école. Ah non, du tout. Faut savoir que j'étais dans une entreprise donc dans le Nord. J'ai obtenu un CDI, donc on va dire j'ai eu mon diplôme en juillet. En mai, je savais déjà que j'allais avoir mon CDI, donc j'ai signé mon CDI et j'ai décidé après j'ai quitté le Nord en décembre pour revenir dans l'Oise. Donc non, depuis la fin de mes études, j'ai toujours travaillé. Ok. Et ouais, parce que ça, j'insiste, hein, tu le mentionnes pas trop, mais c'est vrai que derrière toi, tu as quand même 2 ans d'alternance où t'es pas à 100% en entreprise, mais malgré tout, tu as développé un vrai savoir-faire de terrain, ce qui est pas nécessairement le cas pour les gens qui font une formation initiale. T'as quel âge, toi, Valentin? J'ai 26 ans. Ok. Alors la question qui tue, mais est-ce que c'est pas compliqué comment tu vas avoir des gens qui interviennent sur des chantiers, par exemple. T'as 26 ans, comment tu fais pour les convaincre? Parce que potentiellement, les gens peuvent penser que t'es pas crédible. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que quand ils me voient arriver sur le terrain, ils disent ouais, c'est qui encore ce petit genou? Faut savoir aussi que chez nous, alors je saurais pas dire la moyenne d'âge, mais il y a beaucoup de turnover, hein, ça c'est comme dans tout le milieu du commerce, et c'est souvent des jeunes. Donc dès l'instant qu'ils me voient arriver, ils disent ouais, c'est qui ce petit genou? Et après, comment ça se passe? Tout simplement, c'est la confiance, hein. La confiance, ça s'acquiert. Par contre, du coup, comme on dit, ça se gagne en centilitres et ça se perd en litres. Donc c'est hyper important d'être toujours là pour ses clients. Donc c'est dans un premier temps la confiance. Et dans un second temps, c'est rassurer la clientèle, c'est-à-dire par exemple, chez LT ou dans n'importe quelle entreprise, ça change tout le temps.
c'est sûr que ça change tout le temps. Il y aura toujours des évolutions internes ou d'autres personnes qui souhaiteront aller voir si l'herbe est un peu plus verte ailleurs ou tout simplement changer de secteur d'activité. Mais il faut toujours avoir confiance, que ton client te fasse confiance et qu'il soit rassuré. Après, il faut être aussi convaincant, avec être bien sûr dynamiste, pardon. Il faut être réactif et il faut savoir comprendre les besoins et les problématiques du client. Et à partir de là, le client, dès l'instant qu'il va avoir une problématique, qu'il va avoir un besoin chantier, il va penser à toi, il va penser à vous. Okay. En fait, c'est une relation de confiance qui se crée petit à petit. Ça se fait pas en 2-2, hein. Ça met longtemps. Hein. Ah, ça, ouais, j'imagine bien. Ouais. Surtout que, j'ai aucune idée des tarifs que vous pratiquez, mais j'imagine que c'est pas du premier prix, donc fatalement, c'est engageant, ne serait-ce que d'un point de vue budget, je pense. Alors ouais, non, étant donné que nous sommes le leader sur le marché, bien sûr, on va pas avoir les mêmes tarifs que les concurrents, mais cela s'explique aussi par l'expertise qu'on a mis en place, la technicité, ou encore, surtout le produit et le service qu'il y a derrière. Mais on va dire il y a plusieurs alors comment je peux rappeler ça chez nous, plusieurs types de clientèle. Il y a l'artisan et il y a les grands groupes. Donc forcément les grands groupes c'est géré par des grands comptes nationaux. Donc qui dit grand groupe dit forcément des tarifs négociés à l'année. Donc je vais pas citer entreprise, mais un grand groupe ne va pas obtenir le même tarif qu'une entreprise où il y a 3 à 5 salariés. Ouais, en même temps, il n'achète pas les mêmes volumes, donc ça paraît. Exactement, c'est ça. C'est un volume qui a été négocié à l'année. C'est la base du commerce. Alors, je me demandais, est-ce que t'as un projet professionnel, une ambition particulière, tu te laisses porter, je sais pas, il y a des gens qui ont un schéma préétabli dans la vie. Toi, tu te considères comment? Enfin, t'as un projet particulier? Alors moi, j'aimerais bien devenir manager. Mais j'aimerais bien toucher un peu à tout, c'est-à-dire pouvoir être chef de produit, donc aller au marketing, et aussi gérer les grands comptes. Donc ça, je suis encore un peu flou là-dessus, mais on est quand même vachement bien accompagné dans mon entreprise. En tout cas, je suis vachement bien accompagné, très bien accompagné par mon manager là-dessus, pour pouvoir savoir ce que je vais faire par la suite. D'accord. Mais ça reste encore un peu flou. J'aimerais bien toucher à plusieurs choses à la fois. Ok. Bon, en même temps, t'as le temps. Hein. Et alors, la question que je me posais, c'est t'as un gros rythme de travail ou pas? Majoritairement, alors on est censé commencer à 7h30, enfin on est censé être joignable plutôt de 7h30 à 19h. Après, dans les faits, c'est plus du 8h, 18h, mais ça va différer d'un jour à l'autre. Je m'explique, il y a des fois on a des rendez-vous, des fois on n'a pas forcément de rendez-vous. Quand on a des rendez-vous, ça se peut qu'on se lève très tôt. Par exemple, des fois je me lève à 6h30, 7h pour partir faire des inventaires chez les clients, des choses comme ça. Parce que les clients, ils sont le plus disponibles, c'est le matin très tôt ou en fin de journée. Entre deux, c'est assez compliqué de les avoir, donc ça varie, mais généralement c'est du 8h, 18h tous les jours. D'accord. Et t'arrives à avoir une vie sociale ou pas? Oui, bien sûr. Hein, il y a des fois où alors je vais pas dire qu'on n'a pas beaucoup de travail, mais des fois où on est un peu plus en administratif, et donc on peut par exemple finir à 16h ou les 18h. Ouais. C'est vraiment nous qui, normalement on est censé faire 35 heures, si je dis pas de bêtises, par semaine, mais on est en totale autonomie, c'est nous qui gérons notre propre calendrier. Ouais, en gros, on va dire payé au forfait. En gros, tant que les résultats sont là, a priori, on n'est pas dans une logique 8h midi, 2h 6h, quoi. Non, c'est ça. C'est les résultats qui priment avant tout. Ok. Et qu'est-ce qui fait que ton métier est sympa? Alors, ce qui fait que le métier est sympa, c'est il y a une grande diversité des corps d'activité des clients. Donc moi, je m'occupe des électriciens. Mais ça peut être différentes formes d'électriciens, ça peut être de l'infrastructure, ça peut être du tertiaire, ça peut être directement chez le B2B, donc les professionnels, ou encore directement chez les particuliers. Et faut aussi savoir que du coup, comme j'ai expliqué, j'étais pas manuel de base. Moi, j'y connaissais absolument rien en électricité, et je trouve qu'on grandit aussi, ça nous apprend pour la vie quotidienne, pour nous savoir nous débrouiller par la suite. Ok. Et si tu devais sortir quelque chose qui est plus pénible ou en tout cas qui te passionne pas particulièrement dans ton métier, tu dirais quoi? Alors là-dessus, je réfléchis beaucoup, ce serait surtout étant donné que j'ai un esprit pragmatique, c'est-à-dire que moi je préfère voir en pratique plutôt que quand on m'explique. À chaque fois que les clients m'expliquent leurs besoins ou leurs problématiques,
j'ai du mal à comprendre. Moi, j'ai besoin d'aller sur le chantier, j'ai besoin qu'on me fasse voir de A à Z comment ça se passe pour que je puisse bien emmagasiner les choses. Donc ça, c'est la première chose, c'est ne pas comprendre les besoins qui seraient techniques des clients. Et la seconde chose, je dirais que surtout, c'est le plus compliqué dans notre travail, c'est réussir à obtenir des rendez-vous. On court sans arrêt derrière les clients. Et pourquoi, d'après toi? Parce qu'on représente même pas 10% de leur chiffre d'affaires annuel. Ok. C'est une infime partie de leurs dépenses. Donc ils ont d'autres choses à penser avant nous, même si nous sommes le leader, même si on a beaucoup de demandes, faut savoir que on court quand même pas mal derrière nos clients existants, moi je parle. Oui, j'ai bien compris. Et tiens, typiquement par rapport à l'actualité, vous avez des inflations, vous aussi, dans votre métier ou pas? Ouais, bien sûr, on a eu énormément d'inflation. Donc nous, on fait également du supportage. Le supportage, c'est tout ce qui va tenir les luminaires en hauteur, avec des descentes de tiges piquetées, des écrous boulons, des choses comme ça. Et en fait, c'est des rails tout simplement. Et on a pris, par exemple, plus de 40% d'augmentation sur l'acier. Ah Donc ce oui. qui a été du jamais vu, c'est que les concurrents, ils ont fait 3 augmentations à l'année. Nous, on en a fait 2. Mais les clients le comprennent. Mais c'est vrai que tout augmente. Même nous, les pièces détachées, ça augmente. Ok. Et est-ce que comment ta société Ilti, elle est présente sur les réseaux enfin, est-ce que c'est quelque chose qu'ils utilisent ou vu que c'est du B2B essentiellement, c'est pas le genre de truc sur lequel ils insistent forcément? Ah ouais, non, bien sûr, ils sont présents donc sur Instagram et sur Facebook, parce qu'on a beaucoup aussi les Facebook, c'est pas forcément que les particuliers, ça peut être aussi des entreprises ou des personnes qui font partie d'entreprises, donc ça peut se faire par le bouche à oreille. Et ils sont présents là-dessus pour expliquer en fait, si tu veux, nous on a on appelle ça des Ilti Live. Ilti Live, c'est quoi? C'est par exemple, on sort une nouvelle machine, les clients ne savent pas du tout ce que c'est, et bien il y a quelqu'un au marketing qui est chargé d'expliquer comment fonctionne le produit de A à Z, ce qui va leur permettre, donc ce que ça va leur apporter en termes de performance, l'utilisation qu'ils peuvent en faire, et plein de tips et plein de conseils là-dessus. Donc ils sont beaucoup présents sur Facebook, sur Instagram, et ils font également des concours des fois de temps en temps, des concours sur Noël, des concours sur Halloween. Ils essayent de faire deviner des produits pour en faire gagner. C'est beaucoup de jeux aussi. D'accord. Et tiens, justement, toi qui es jeune, en tout cas beaucoup plus jeune que moi, t'as un avis, toi, sur les youtubeurs, les influenceurs, tu sais, les gens qui essaient de se démarquer sur les réseaux. Quel regard tu portes là-dessus? Alors je regarde pas trop YouTube. Moi, j'utilise plus YouTube pour de la musique que pour des vidéos, mais ça m'arrive de temps en temps. Mais je trouve que les réseaux sociaux, ça, bien sûr, ça prend de plus en plus de place. C'est la nouvelle époque, hein, c'est la nouvelle génération, c'est le marketing digital. On est tous dedans à l'heure actuelle et toutes les entreprises se doivent de prendre le virage, de surfer sur la vague informatique et sur la vague digitale. Ok. Et alors, tiens, ouais, il y a un mot, enfin, forcément, je pense que j'en ai parlé un petit peu, d'une part au travers des épisodes du podcast et puis au travers de mes interventions, mais pour toi, la performance, c'est quoi dans ton métier? Quand est-ce qu'on considère qu'on est performant quand on est chargé de clientèle comme toi? Alors, je dirais la première chose, c'est bien sûr réussir à atteindre les objectifs qui sont fixés par la direction. Donc, t'entends par là du chiffre d'affaires? Ouais, c'est ça. La performance, ça s'explique aussi par le fait d'être présent quotidiennement pour ses clients. Dans quel, Toujours excuse-moi de te couper, dans quel sens? dans le sens où anticiper en fait les besoins des clients. Parce que un client, s'il n'a pas son produit du jour au lendemain, il peut aller voir ailleurs, même si c'est plus cher. Donc en fait, il faut toujours être présent sur le terrain et comprendre les besoins, comment dire, les besoins, les problématiques. Et c'est surtout le client, il veut tout pour hier, comme on dit. Ouais. Donc c'est anticiper réellement les besoins pour qu'il ait ce qu'il souhaite en temps réel. Ok. Et pour avoir un ordre d'idée, t'as à peu près combien de clients en portefeuille? Environ, hein, on n'est pas à 10 près, quoi. Alors on va dire environ, j'ai on va dire une quarantaine de clients. Ouais. Et mes VIP, donc les clients comme la loi Pareto, hein, le 20-80, c'est 80% du temps qui est passé chez les 20 meilleurs clients. Et j'en ai une petite dizaine. D'accord. Ok. Je travaille grosso modo tous les jours, dans la vie de tous les jours, je travaille avec 5-6 entreprises tous les jours. Ok. Le reste, c'est du ponctuel.
Toujours dans la même logique, on parlait performance il y a quelques minutes. Est-ce qu'il y a des valeurs qui te sont chères? Il y a des choses auxquelles tu tiens particulièrement? Ouais, le premier, je dirais surtout l'esprit d'équipe. C'est hyper important, même dans notre boulot du quotidien, notre travail, pardon, où on est en 100% autonome, l'esprit d'équipe, c'est hyper important. Dès l'instant que quelqu'un va en rendez-vous, on a un groupe WhatsApp en fait, et dès l'instant que quelqu'un a un rendez-vous et qui ne comprend pas forcément ce que le client souhaite, il envoie un message et l'autre personne, parce qu'on a plusieurs, il y a des personnes chez nous qui ont 10 ans d'expérience, d'autres qui ont 3 ans, d'autres qui ont 8 mois. Donc on s'aide tous les uns les autres, on est solidaires pour pouvoir répondre aux besoins finaux de notre collaborateur. Donc c'est l'esprit d'équipe. Le deuxième, je dirais le professionnalisme dont on fait preuve tous les jours. L'engagement, c'est-à-dire... c'est quoi l'engagement? L'engagement, c'est aller jusqu'au bout. C'est tout faire pour que le client puisse avoir son produit et qu'il puisse en être satisfait et lui proposer vraiment le meilleur rapport qualité-prix par rapport à ce qu'il souhaite. Ça, c'est l'engagement, c'est toujours être sur le terrain au contact du client. L'intégrité, bien sûr, donc c'est-à-dire ne pas accepter les pots de vin, ça se fait encore pas mal. Des entreprises qui me disent ouais, je t'ai commandé telle quantité, est-ce que tu peux me faire une remise là-dessus, là où on peut pas forcément par rapport au grand compte, ou alors moi quand je vais chez le concurrent, il me propose ça, toi tu me proposes rien. Et ça s'explique aussi par la technicité qu'il y a dans nos produits. Et enfin, je dirais surtout le courage. Faire preuve de courage, faire preuve de bravoure, et c'est aller à la fois sur les chantiers, réussir à obtenir des informations et réussir à faire comprendre, bien sûr, au chef d'entreprise qui a la décision finale, que son mode de fonctionnement actuel ne lui permet pas d'être rentable. Ok. Et est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent dans la vie de tous les jours ou qui t'ont inspiré? Je n'en ai pas forcément qui m'inspirent. J'essaie de réfléchir comme ça. Question piège en même temps. Hein. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais dire? Là, comme ça, de tête, non, je vois pas. Ok. Et qu'est-ce que tu fais quand tu travailles pas? Je sais pas, quelles sont tes activités? Je sais pas, t'es sportif? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors j'essaie d'aller au sport quand la motivation est présente, parce que du coup on fait quand même un travail qui est assez compliqué et ça joue beaucoup sur le moral. Donc j'essaie d'aller au sport. Après je regarde bien sûr des séries comme Netflix. J'essaie aussi de voir ma famille, puisque j'habite pas forcément avec ma famille. Et puis je prends soin de mon animal. Et c'est quoi comme animal en l'occurrence? C'est un chat. D'accord. Un chaton. Ok, super. Et justement, là, tu parlais série, je sais pas, tu as un livre, une série, un film ou même une musique à me conseiller. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Alors, pour les personnes qui l'ont pas encore vu, je conseillerais plutôt la série Peaky Blinders sur Netflix avec Tommy Shelby qui est un charismatique incroyable, enfin qui a un charisme incroyable, qui est charismatique. Et on voit beaucoup que l'esprit d'équipe et le leadership, notamment le fait d'être charismatique, ça joue beaucoup dans cette série. Et pour ceux qui auraient jamais vu Peaky Blinders, il doit y en avoir quand même. En 2 mots, ça parle de quoi? Un groupe de voleurs à Londres dans les années 60, si je dis pas de bêtises, qui prend possession de la ville et qui essaie de défendre tant bien que mal sa ville contre la menace italienne, la menace chinoise ou encore la menace qu'on appelle ça irlandaise. Ok. Et c'est au sortir de la Première et Seconde Guerre mondiale. D'accord. Ok. Et je sais pas, musique, t'écoutes quoi? Musique, j'écoute un peu de tout, mais surtout du pop rock, je dirais, comme par exemple Indochine. Mais t'as des goûts de boomer en fait. Non, mais moi j'adore Indochine. Je suis allé les voir par exemple au concert au Stade de France en juin dernier. C'était énorme, c'était excellent. Là, la semaine prochaine, je vais voir le groupe. Alors je sais pas si les gens connaissent Royal Republic. C'est réellement du rock. Ouais. J'aime bien aussi tout ce qui est Dépêche Mode et un peu tout ça. Ok, ça marche. Ça t'arrive de lire ou tu lis jamais? Ça m'arrive de lire, dernièrement un peu moins, mais je lisais un livre, alors c'était comprendre le monde, un peu sur tout ce qui se passe sur l'actualité, mais j'avoue j'ai un peu délaissé. Faudrait que je m'y remette. Ouais, non mais... c'est expliquer surtout ce qui s'était passé pour bien comprendre le monde par rapport
au conflit du Moyen-Orient, au conflit, on a toujours eu le conflit avec la Russie, des choses comme ça. Ok, super. On va dire que tu as le droit de me poser une question. Laquelle? Alors, j'en ai plusieurs, mais j'en ai une en particulier. Tu peux poser plusieurs, j'essaierai d'y répondre. Après, je garantis rien. Non, on va garder celle-ci. Toi, du coup, qui est professeur dans différentes écoles et qui fait également une thèse, pourquoi avoir décidé de reprendre les études? Pourquoi tu souhaites faire une thèse, sachant que tu as eu, il me semble qu'il y a 2-3 ans, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais tu faisais à la fois acheteur, à la fois donner des cours, et puis tu reprenais tes études. Alors premier élément de réponse, en gros, si je fais pas plusieurs choses en même temps, concrètement je m'ennuie déjà. Ça c'est le premier élément. En deux, j'ai rien changé, c'est-à-dire que chaque année en fait je me rajoute un petit truc, donc voilà. Et pourquoi avoir repris les études? Tout simplement parce que à un moment donné, c'est un challenge perso pour me prouver que je suis capable de le faire. Et puis paradoxalement, aussi pour aller chercher de la théorie ou de la méthode. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, oui, j'ai une expérience pro, mais je pense que je peux m'améliorer et que la thèse, en l'occurrence, elle peut me permettre aussi à un moment donné d'être meilleur dans mes interventions, peut-être plus structuré, plus méthodique, on va dire. Donc voilà un peu l'idée, quoi. T'es encore acheteur aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Ouais, tous les matins à l'aube. Mais ça c'est c'est parce que pour ceux effectivement qui suivent pas trop le fait, j'achète sur internet depuis je revends depuis on va dire début des années 2000 et il y en a qui jouent à la console, moi je joue à faire du commerce, quoi. Donc voilà. Et après ta thèse, qu'est-ce que tu ferais? Écoute, j'irai où le vent me porte. C'est-à-dire que non, moi je pense que ce qui m'intéresserait, ce serait déjà de faire des interventions en entreprise. Moi je travaille sur une thèse qui porte sur les assistants vocaux et je pense qu'il y a moyen de faire de l'acculturation ou en tout cas d'expliquer aux gens ce qu'on peut faire avec un assistant vocal. Et puis voilà, de voir un peu quelles opportunités se présentent. Encore une fois, ça fait très longtemps que je voulais reprendre les études et en l'occurrence, je me suis dit vas-y, tente-le. Et comme à chaque fois, c'est vrai que la grosse question, c'était de me dire mince, je suis peut-être un peu vieux pour ça. Et au final, en fait, au travers, dans les formations doctorales, par exemple, on a des échanges avec des gens qui viennent de tout horizon, qui ont parfois 20 ans de moins que moi, ou 30 ans de moins que moi, ou d'autres qui sont plus vieux que moi. Donc au final, je me dis, je suis pas le seul à entamer la démarche. Et intellectuellement, c'est plutôt stimulant. Après, j'avoue que je suis toujours à la bourre pour rendre mes trucs, parce que forcément, je cumule un peu à droite à gauche. Donc voilà, mais non, c'est un challenge. Je pense qu'il faut. Enfin, franchement, moi, sans challenge, je suis mort, quoi. J'ai besoin de me tirer vers le haut tous les jours, quoi. Et quand tu parles d'assistants vocaux, tu fais référence, j'imagine, à Alexa, ouais, c'est ça. Des Siri sur iPhone, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Alors le marché, il est trusté avec Alexa, Google Home. Globalement, tu as 80% des utilisateurs. Et puis après, tu as une petite part pour Siri. Mais tu as aussi des choses comme Bixby pour Samsung. Il y a Xiaomi qui a le sien aussi. Enfin, après, tu as des petites... ou Cortana, qui est très peu connu. Cortana de Microsoft, qui, lui, pour le coup, est plutôt pour des applications business. Typiquement, Cortana, il y a des développements qui sont faits pour le relier à Teams. Mais bon, moi, je m'intéresse essentiellement aux produits grand public, on va dire, donc plutôt Google Home, Alexa. Et moi, j'ai juste une question qui me taraude. Après, je sais pas si tu souhaites en plus approfondir ou pas. Sans rentrer trop dans les détails, mais
En quoi ça consisterait exactement de proposer des assistants vocaux à des entreprises? Ça leur permettrait de plus faire leur travail? Non. Enfin, si, non, mais là où t'as pas tort, c'est qu'il y a une partie de la littérature qui porte là-dessus, mais alléger le travail. Ouais, en fait, alors il y a plein de choses. On peut faire plein de choses avec un assistant, mais de manière, on va dire de manière, si je devais mettre 2-3 mots, il y a une idée de productivité. Productivité dans le sens où en fait si tu parles à un assistant vocal ça va plus vite. Il y a des choses pour simplifier la vie, typiquement si tu es en fauteuil roulant, il y a des applications vocales qui te simplifient vraiment la vie, quoi. Et puis moi le dernier volet qui m'intéresse c'est le commerce, comment faire plus de commerce avec un assistant vocal, en sachant qu'il y a des réglementations type RGPD qui viennent un peu bloquer. Alors c'est tout le problème d'ailleurs, ça bloque beaucoup en Europe, ça bloque beaucoup moins en Chine ou aux USA. Et de fait, en Europe, on joue pas avec les mêmes jeux, avec les mêmes armes. On est un peu défavorisé entre guillemets. Donc voilà, mais le but c'est pas de proposer des assistants, c'est plutôt de proposer à des entreprises justement de se dire tiens, il y a un autre canal qui peut être super intéressant et c'est de faire du commerce vocal, quoi, typiquement. C'est le futur en quelque sorte. Écoute, alors j'ai pas cette prétention-là, j'ai pas la prétention de bosser pour le futur, mais en tout cas, ouais, j'essaie de me projeter dans le temps, ça c'est clair. Nous par exemple, ça me fait penser à ça. On a lancé une nouvelle gamme, on est les seuls sur le marché à proposer ça, c'est le système de connectivité. Et c'est les clients, ils disent tous que c'est le futur. Donc je pense que ce que tu dis, ça pourrait être pas mal. Après, à voir comment ça se met en place sur le terrain. Moi, j'ai du mal à imaginer un assistant vocaux pour les entreprises, mais pourquoi pas? Si, non, mais t'en as certains. Alors, typiquement, par exemple, la SNCF, elle travaille pas mal ces choses-là. Alors plutôt pour des billets ou des choses comme ça. Ah oui, d'accord. Mais il y a des entreprises aux États-Unis où les achats sont traités via un assistant vocal. Typiquement, tu as besoin d'une cartouche d'encre. En fait, la machine est paramétrée et la cartouche d'encre, en fait, elle est commandée directement au fournisseur référencé de cartouches. Mais ce qui fait que tu passes plus de bons de commande, t'envoies plus de mail, tu demandes juste à recevoir ta cartouche. D'accord. Tout se fait toujours par l'intermédiaire de l'ordinateur, j'imagine, à distance. Ça peut être l'ordinateur, ça peut être un téléviseur, ça peut être un smartphone, ça peut être un assistant vocal tel que certains en ont à la maison, quoi, typiquement. D'accord. Ok. Donc voilà, mais c'est un vaste sujet parce que pour que la machine fonctionne correctement, en fait, il faut aussi qu'elle écoute en permanence. Et donc, comme elle écoute en permanence, ça pose un certain nombre de questions d'éthique. Ouais, je comprends très bien. C'est vrai que on a souvent tendance, enfin moi je le vois dans la vie de tous les jours, quand je discute avec des amis, on va par exemple parler de quelque chose, le lendemain j'ouvre mon téléphone, je trouve la pub en question sur les réseaux sociaux ou même sur internet. Ouais. Et je me dis, c'est là qu'on voit qu'on est réellement écouté, un peu en mode de Big Brother. C'est exactement ça. Alors après, il y a c'est là où ça se complique, c'est que t'as des gens qui vont se dire, en fait c'est génial parce que la machine me propose des choses et puis j'en connaissais pas l'existence, donc ça me rend service, ça me simplifie la vie, un peu ce que je disais tout à l'heure. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire c'est intrusif. Et puis, le problème aussi, c'est que si par exemple, là, on parle d'un voyage en Sicile ensemble, si pendant une semaine, j'ouvre mon téléphone et qu'on me propose des voyages en Sicile, il y a un moment où ça devient très lourd et limite, d'une part, le téléphone peut être mal perçu, d'une part, ou le réseau social ou le navigateur sur lequel tu as été, on appelle ça retargeté, c'est-à-dire le fait que la machine, en fait, vienne te surproposer, entre guillemets, des produits qui, soi-disant, sont bons pour toi. Donc, vaste sujet. En effet. Est-ce que, Valentin, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'aurait pas abordé par rapport à ton métier ? Concrètement, si les personnes se demandent ce que c'est chargé d'affaires, c'est patron d'un secteur. Moi, j'ai mes propres clients et donc je vais gérer à la fois
la relation clientèle. Donc dès l'instant que ça va pas, forcément, comme je suis le seul interlocuteur dans l'entreprise, tout va passer par moi. C'est-à-dire que quand ils vont avoir un problème par rapport aux machines, ça va passer par moi. Mais je vais les rediriger vers un service parce que je peux pas être là tous les jours au contact du client et dire voilà, je vais gérer un peu les broutilles, je vais gérer un peu les SAV, je vais gérer un peu les pertes. Moi, j'ai quand même du business à faire tourner. Donc le plus gros de l'activité, c'est gérer la partie business. Je vais gérer bien sûr la relation clientèle et je vais surtout les rediriger vers le bon interlocuteur. Chez nous, on a différents services. On a du service SAV, donc pour tout ce qui est les casses, réparation des machines. On a les services fleet, donc fleet c'est plus de la location. On a aussi quoi comme service on a surtout le service client qui va gérer un peu tout à part le business. Donc en fait, je vais gérer à la fois la relation clientèle et je vais gérer à la fois le business. Et une partie que j'aime pas trop, mais qu'on est obligé de faire comparé à d'autres de nos confrères, c'est qu'on gère également tout ce qui est la partie comptabilité. Quand les clients ne payent pas en temps et en heure, c'est à moi de relancer les clients. Donc c'est un peu le point négatif aussi du travail, quand j'en échange ici avec mes collègues, mais on est obligé de passer par là puisque forcément quand le client ne paye pas, nous on est décommissionné de notre chiffre d'affaires au mois le mois. Ouais. Donc notre but c'est d'aller chercher l'argent tout simplement. Ouais, donc je vais gérer donc plusieurs parties, donc c'est la relation clientèle, le business, la comptabilité. En fait, c'est vraiment être patron de secteur. Ouais, je comprends. Bon, ok, super. Écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour là. Je te remercie vraiment pour l'entretien. C'était hyper cool. Si, dernière question, excuse-moi. Oui. Comment on te contacte ou en tout cas comment on te suit sur LinkedIn, j'imagine ? Oui, sur LinkedIn, vous tapez simplement, on peut me retrouver Valentin Grain. Je le mettrai en lien. Oui. Ok, pas de problème. Bon, ok, parfait. Encore un grand merci à toi pour m'avoir convié à cet audio, à cet échange. Et puis si les personnes ont la moindre question par rapport à le métier chargé d'affaires, par rapport à l'entreprise dans laquelle je travaille, qui, il ne faut pas l'oublier, a fini 6e de Best Place to Work mondial. Mais respect encore une fois. Mondial ou France, mais je crois que c'est déjà bien aussi France. Donc si les personnes ont la moindre question, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, je répondrai avec grand plaisir. Bon, je suis aussi passé par là et du coup le but d'aider les uns les autres, c'est hyper intéressant, hyper important. Et la question, encore une question qui tue. Est-ce que tu vas être capable d'y répondre ? Est-ce que tu connais les critères de la 6e meilleure entreprise pour travailler ? Sur base de quels critères ils sont basés, tu sais ou pas ? Ça c'est une bonne question. Je pense que c'est tout un ensemble et c'est surtout le fait de s'épanouir au travail, le fait de bien gérer un peu. Alors nous on a un système de, je sais pas comment on peut appeler ça, un système de sondage où chaque année ILTI fait appel à une entreprise extérieure pour faire des sondages. Donc c'est des sondages qui sont envoyés par mail pour savoir un peu comment on se sent au sein de l'entreprise. Donc ça va passer par ça va également passer par des vidéos, ça va également passer par des entretiens, et ça va également aussi surtout passer par le fait de pouvoir gérer à la fois la vie privée et la vie professionnelle. Donc c'est plus l'épanouissement professionnel, se sentir bien dans son travail, se lever le matin et se dire ok, je fais ça pour ça, et puis surtout okay, après la solidarité. Écoute Valentin, encore merci, et pour tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine, ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as écouté cet épisode dans son intégralité, et dans ce cas-là, je t'en remercie vivement. Si tu veux nous aider à remonter dans les moteurs de recherche, pour ça, il y a 3 solutions. La première, abonne-toi directement au podcast La Bonne Équipe. La deuxième, mets-nous des commentaires trop sympas et des évaluations qui vont avec sur les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify. Et enfin, n'hésite pas à abonner de force tes amis ou ta famille, ça leur fera du bien. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.